Bonjour et bienvenue à vous, Tania de Montaigne. Merci, bonjour tout le monde. Et tout le monde est là. Ouais. Tout le monde est très présent et nous sommes heureux effectivement de vous accueillir, de vous retrouver, puisque vous étiez déjà venu à Rue des Livres, mais ça date un petit peu puisque c'était dans les anciens locaux. Mais voilà, on est très heureux de vous retrouver pour ce livre dont vous allez nous parler, Un violent désir de chaleur humaine, qui est apparu aux éditions Grasset le mois dernier, c'est ça? C'est vraiment le tout petit dernier. Et dont nous allons parler, ce livre qui va nous emmener dans le monde impitoyable. Oui, ça a l'air un peu cliché de le dire de cette façon-là, mais véritablement impitoyable et dur et incroyablement violent des réseaux sociaux. Mais pas seulement dans leur monde, mais aussi dans ce qu'ils racontent de nous, de notre relation à l'autre. Pour vous situer, Tania de Montaigne, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes l'autrice de plusieurs romans. Vous êtes donc romancière et journaliste. Dans les textes les plus récents, je vais citer quelques essais, notamment alors l'Assignation, les Noirs n'existent pas, qui interrogeait la représentation, tout simplement, que l'on peut avoir des personnes noires, métisses, mais au-delà, d'autres personnes aussi pouvaient se reconnaître dans cet ouvrage qui interrogeait la représentation que l'on se fait de l'autre et l'assignation qu'on est tenté de lui donner pour qu'il corresponde à ce que l'on en attend. Je citerai également, qui était paru un peu avant, Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, cette figure de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, pour les droits civiques des Afro-Américains. La vie méconnue, puisqu'elle a été éclipsée par Rosa Parks, avec cette même question du bus dans lequel on refuse alors soit de céder sa place, soit de céder sa place alors que l'on est déjà dans le compartiment réservé aux Afro-Américains, parce que la légende a tendance aussi à évacuer certaines choses, et c'est aussi ça que vous interrogiez dans ce livre. Et puis, plus proche de nous, mais on va revenir au moins sur ces ouvrages-là, un roman, Sensibilité, qui avait paru aux éditions Grasset également, plus proche de nous, en 2023, et qui interrogeait, lui, la question de ce que l'on s'autorise à dire ou ne pas dire lorsque l'on tient la plume. J'ai le sentiment, alors j'ai cité vos 3 derniers ouvrages, j'ai le sentiment qu'à travers ces livres, et c'est aussi ce qu'on explorera dans Un violent désir de chaleur humaine, vous êtes aussi à l'affût de ce qui n'est pas dit, ou ce que cachent les mots, ou ce que l'on oublie de dire, ou les oubliés de l'histoire, comme Claudette Colvin. En quelque sorte, vous explorez les marges, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Alors je ne sais pas si je dirais les marges, parce qu'en fait, ou alors il faut considérer qu'on est tous des marges, parce qu'il y a pour nous tous et toutes, il y a ce qu'on se dit, et puis il y a ce qui nous échappe, et puis il y a les silences aussi dans lesquels on est tressé, et donc on passe notre vie à essayer de se fabriquer quelque chose qui ferait dialoguer ça. C'est pour ça qu'on est on est sans arrêt en mouvement, on se déplace sans arrêt parce qu'on croit savoir quelque chose, mais on n'est fait que d'étonnement en fait. Déjà, si vous réfléchissez à quand vous regardez vos parents dire ou faire des trucs et vous dites mais pourquoi il dit ça alors que c'est censé être la personne que vous connaissez le mieux, mais on voit bien que c'est déjà un leurre en fait. C'est pas parce qu'on a vécu ensemble qu'on est les mêmes. Donc c'est aussi comment chaque instant on fait l'épreuve de l'altérité, et du plus proche au plus lointain, c'est toujours de ça dont il est question. C'est ce désir comme ça on veut connaître les autres, et on veut qu'ils soient un peu à notre main parce que c'est rassurant de croire qu'au moins on sait quelque chose, et puis en fait on est sans arrêt dans le doute. Voilà. Après, la question, c'est est-ce qu'on supporte ce doute ou pas, ou qu'est-ce qu'on en fait ? Et on voit bien qu'on trouve plein d'élaborations pour effacer ce doute et mettre quelque chose de certain à la place. C'est toujours ça qui vient nous chercher, c'est cette question de la certitude. Et on voit bien que dans les périodes, si vous mettez une pandémie, si vous mettez une guerre, si vous mettez de la peur, on voit bien que tout de suite, le mouvement naturel, ça va être d'aller chercher ce qui est certain, même si ce qui est certain est faux.
mais au moins, on a l'impression qu'on tient quelque chose. Donc sur les récits, par exemple, les récits des pays, on voit bien comment est-ce qu'on va sans arrêt vouloir chercher une mythologie pour dire que non, à cette époque-là, regardez, on était tous pareils, on pensait tous pareil, et c'était vraiment un univers merveilleux qui a jamais existé. Mais on aimerait bien qu'il existe. Et puis là, on est en Bretagne, alors c'est intéressant, parce que là, c'est vraiment un territoire qui n'a cessé de faire l'épreuve de ça, de ces récits, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le milieu du XXe siècle, cette idée qu'il valait mieux ne pas héberger des Bretons et des Bretonnes, il y avait tout un truc sur les Bretonnes, que c'était des gens un peu particuliers, et puis il y avait qu'à voir, parce que quand on en est là, en fait, quand on veut chercher des certitudes, on fabrique des faisceaux d'indices qui vont avec. Donc on disait, regardez comme elles sont beaucoup en prison, c'est bien la preuve que, je sais pas, génétiquement, il y a un truc avec les Bretonnes, hein. Il y a un problème. Vous n'avez pas peur ? C'est mon côté aventurière. donc voilà, donc c'est intéressant parce que aujourd'hui les gens qui nous proposent un récit comme ça du lisse et de l'homogène, ils se souviennent pas qu'il n'y a pas si longtemps il fallait et il y avait non seulement ça se disait mais ça s'écrivait, et j'ai retrouvé des super interviews de gens très très bien qui à Paris, à qui on recommandait de pas héberger de Bretons et de Bretonnes, et qui disaient oui, c'est vrai que c'est des gens, je sais pas, ils me font un peu peur, quoi. Ils sont un peu particuliers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, là, c'est bizarre, mais de la même façon qu'aujourd'hui, la réflexion qu'on peut avoir sur les Polonais, sur les Italiens, qui sont des immigrations où ils ont aussi bien compris qu'on les mettait du côté de l'étrange. Mais aujourd'hui, on peut nous proposer un récit où c'est évident que pas du tout, regardez comme ils sont comme nous. Donc, moi, j'aime bien essayer de réfléchir à cette notion de nous et eux, qui est le nous, qui est le eux, comment ça circule, comment même à l'intérieur de soi-même, il y a des zones qui semblent très familières et d'autres très étrangères, vers lesquelles on va pas. Ce mouvement-là, il m'intéresse parce que c'est celui aussi qui permet de se décoller des certitudes, et donc de se réapproprier quelque chose de notre liberté. Et au final, c'est quand même ça le vrai trajet intéressant, c'est comment on devient des hommes et des femmes libres pour soi-même et pour les autres. Et je trouve qu'il faut en profiter, parce que alors là, pour le coup, notre petit fond révolutionnaire à tous, la vraie révolution, c'était celle-là, c'était de dire qu'en fait, cette liberté n'est attachée ni à notre naissance, ni à notre géographie. C'est un truc qui est intrinsèque quand on est né. Voilà ce qui nous est donné. Et donc, voilà comment on va investir ça, comment on va se souvenir de ça. Donc, Claudette Colvin, elle m'intéresse pour ça, parce que c'est une petite jeune fille qui naît dans un environnement où tout le monde, le récit global, c'est qu'elle n'est pas quelqu'un, et qu'elle est trouvée en elle cette place qui dit que c'est pas les autres qui disent qui elle est. C'est quand même pas banal, quoi. Et ça m'intéressait parce que c'est la personne la plus ordinaire, donc la plus fascinante, puisque c'est nous. J'aime bien aussi qu'on se souvienne que c'est une sacrée richesse, cette question de la citoyenneté, et que comme on est dans une démocratie, il faut en profiter à plein. Donc voilà, tous les gens qui font ça pour moi, j'ai une grande affection et une grande admiration pour eux. Et elles. Elle en particulier, effectivement. Et d'ailleurs, ce texte, cette biographie de Claudette Colvin, que vous n'aviez d'ailleurs pas rencontrée, je crois. Je crois qu'elle veut elle-même rester à distance. Je suis obligée de livrer un scoop. Vous l'avez rencontrée depuis ? Ça y est, c'est fait ? En fait, donc, quand j'ai écrit le livre, elle ne voulait pas parler, et ça a été ma chance. Je ne le savais pas, mais ça a été ma chance parce qu'il fallait respecter ce silence. Et pour autant, je voulais raconter l'histoire de cette lutte. Donc, il a fallu que je me dise, déjà, je parlerai jamais à sa place. Donc, dans le livre, quand elle parle, c'est des choses qu'elle a dites, et c'est pas moi qui lui prête quoi que ce soit. Je respectais aussi, parce qu'il y a des choses qu'elle dit, mais elle dit pas tout. Donc, voilà. Mais je peux pas dire ce qui est vrai ou faux, mais c'est ce qu'elle dit. Et puis, donc, d'avoir un appareil comme ça d'archives important pour que je comprenne. Et puis, il fallait que j'essaye de saisir qui était cette jeune fille, c'est quoi les enjeux, pourquoi cette ville, etc. Et donc ça, c'était il y a 10 ans. Le livre est sorti il y a 10 ans, donc il y a 12 ans quand j'ai commencé à écrire. Et puis là, on a créé l'expérience immersive il y a 3 ans,
Parce à qu'il a été Beaubourg. adapté sur scène, en bande Voilà. dessinée, et donc il continue de vivre Il une fait vie complètement géniale. Et donc cette adaptation en réalité augmentée, qui est au champ libre encore jusqu'à demain, on l'a créée il y a 3 ans à Beaubourg. Et là, je me suis dit, bon, elle a 83 ans, ça vaut quand même le coup d'essayer de la contacter. Puis au pire, elle dira, j'ai pas envie de te parler. Puis voilà. Mais bon. Donc je suis allée voir la direction de Beaubourg et j'ai dit, est-ce que si je la retrouve, vous acceptez de payer 2 billets d'avion, 2 chambres d'hôtel, et puis il faut qu'on mette des sous pour qu'elle puisse manger et se déplacer, parce que moi je connais pas sa vie et j'ai pas envie qu'elle dépense d'argent. Donc voilà, et ils ont dit ok. Donc je suis partie à sa recherche, je l'ai trouvée. Malheureusement, elle pouvait plus se déplacer. Donc c'est sa demi-sœur qui est venue voilà, je lui ai dit de toute façon maintenant il y a les billets, donc venez, comme ça vous lui racontez. Et puis en fait je me suis dit mais la chose importante c'est qu'on l'entende, cette femme. Donc elle peut pas venir, mais maintenant il y a un truc formidable qui s'appelle Zoom. Donc, on va essayer de profiter de ça. Et donc, j'ai dit, je vais vous proposer plein de choses. Et puis après, elle voit ce qui l'intéresse, ce qui l'intéresse pas. Et donc, elle a eu des entretiens, des interviews, tout ça, ça c'était super. Mais je voulais qu'il y ait un temps qui soit ouvert à tout le monde, qui soit gratuit. Et donc, on a fait ça. On a mis un grand écran dans le hall de Beaubourg. Et c'était ouvert à qui veut venir s'asseoir et discuter avec Claudette. Et puis voilà. Et on m'avait dit, bon, elle est fatiguée. Et puis le Zoom, c'est pas forcément très agréable. Donc peut-être ça durera 5 minutes. Et franchement, je me disais, bon, de toute façon, 5 minutes de Claudette, ça vaut 2 heures de Zemmour. Donc ça équilibrera. Et en fait, ce qui était super, alors là c'est un truc que je m'attendais pas à vivre. Enfin, déjà, nous, on s'était un petit peu vu avant, et donc moi, j'étais de voir cette femme. Mais c'est quelque chose d'avoir essayé de cerner au plus près qui est quelqu'un, et puis maintenant de la voir. Donc déjà, en fait, elle racontait des choses que je ne peux pas savoir, puisque moi, je ne sais que ce qui est dans les archives. Donc, voilà, elle a re-raconté ce moment, le bus. Alors, en plus, elle était super en forme, elle était complètement déchaînée, donc elle faisait toutes les voix de tout le monde, le chauffeur, la passagère, les autres et tout. Et puis, c'était beau de voir son étonnement, parce que il faut que vous imaginiez qu'elle n'est pas du tout connue dans son pays. Donc, ici, en France, c'est le seul pays au monde où il y a un bâtiment qui s'appelle Claudette Colvin, et elle le doit à des lecteurs et des lectrices du livre, des élèves. Il se trouve où ? Il est à côté de Bordeaux, à D'accord. Gradignan, et c'est une résidence universitaire toute neuve en plus, donc c'était assez beau. Et à l'intérieur, ils ont mis une photo de Claudette à l'époque, voilà, à 80 ans, avec une petite plaque qui raconte ce qu'elle a fait, ce qui fait que quand vous êtes étudiant, vous la croisez en entrant, en sortant. Donc je lui avais fait des photos pour qu'elle voie, mais elle réalisait pas bien. Et en fait, quand le Zoom démarre, elle voit des gens qui ont toutes les couleurs, tous les âges, et qui ont tous des questions à lui poser. Et pour elle, ça, c'était un truc assez... Elle se disait, mais qu'est-ce que c'est ? Parce qu'elle ne situe pas bien la France, quoi. Donc, mais elle se disait, qui sont ces gens et voilà. Et donc, il y avait plein de questions. Et il y en avait notamment une qui m'a frappée. C'est-à-dire que quelqu'un lui dit, bon, mais quel est votre message ? Et puis, par rapport à Black Lives Matter, votre communauté, etc. Et elle a dit, déjà, mon message, c'est que les droits, c'est une matière humaine. Hein. Donc, si on ne se bat pas pour eux, ils meurent. Donc, ils ne tiennent que par nous. Donc il faut lutter tout le temps, et il faut lutter pour les droits de tout le monde, parce que si vous luttez qu'à un endroit, vous êtes passé à côté du sujet. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant que cette femme qui a grandi entièrement forgée par la question de la ségrégation, sa conclusion, c'était de dire, mais déjà, lutter contre le racisme, ça veut dire sortir de ça, et ça veut dire voir les droits à l'endroit où ils sont. Pas à la couleur qu'on leur a donnée, mais à l'endroit où ils se trouvent, donc dans la neutralité du droit. Et compte tenu de la vie qu'elle a eue, qui a été une vie extrêmement difficile, que sa conclusion, c'était ça, et qu'elle disait que si elle avait dû refaire, elle aurait refait la même chose. Aucune amertume à l'égard de Rosa Parks. Et puis elle racontait comment justement, donc elle a dû quitter après le deuxième procès, celui qui va casser la ségrégation dans les transports. Elle doit quitter le sud des États-Unis. Elle va partir à New York. Elle a un casier judiciaire, donc tous les métiers qu'elle avait envie de faire, c'est terminé. Et elle va trouver un boulot d'aide-soignante où elle va rester toute sa vie. Et elle raconte que ce qu'elle découvre quand elle arrive là, donc elle a 16 ans, elle découvre qu'il y a des gens
qui viennent d'Haïti, des gens qui arrivent d'Europe de l'Est, des blancs pauvres des États-Unis. Et elle dit, mais en fait, ce qu'on avait en commun, c'est qu'on était mal payés, quoi. Donc en fait, ce qu'elle a découvert, c'est le syndicalisme. Et donc ça a rajouté, pour moi, l'idée, et j'ai toujours ça en tête, vraiment, c'est quelqu'un qui, quand je trouve que oh là, c'est pas facile, tout, bon, je me souviens d'elle. Et parce que c'est quelqu'un qui n'a cessé de se déplacer. Donc justement, sur la question de l'assignation et de la liberté, cette femme-là, viscéralement, c'est quelqu'un qui est dans le mouvement. Et il se trouve que l'assignation, c'est de la morbidité à l'état pur, hein, puisque c'est quelqu'un qui vous transforme en objet, qui que vous soyez. Hein, ça marche pour la sexualité, le handicap, la couleur de peau, le genre, la situation sociale. Il y a plein. Si vous réfléchissez, vous trouverez probablement un temps dans votre vie où on a essayé de vous figer. Et ben voilà, cette femme, elle a toujours eu en tête qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller voir ailleurs si on y est. Et elle a toujours fait ça. Donc pour moi, c'était l'accomplissement de tout ce travail-là. Pour moi, c'était voilà, d'entendre cette femme dire toute la vivacité qu'elle avait et tout l'espoir qu'elle mettait en chacun de nous. Voilà. Et pour moi, le livre, à chaque fois que quelqu'un lit ou à chaque fois que quelqu'un va voir l'expérience immersive, pour moi, c'est aussi, j'espère, une façon d'augmenter la vie de la personne qui verra ou qui lira. Et d'avoir un petit bout de Claudette en soi, ça peut aider par les temps qui courent, je pense. Oui, effectivement. Donc, pour avoir quelque chose en vous de Claudette Colvin, voilà, c'est ce livre donc qui date de quelques années déjà, mais dont on comprend, dont on entend à quel point il reste présent et vibrant, pas seulement vivant, mais vibrant en vous, Tania de Montaigne. Alors, je le disais, aujourd'hui, nous allons surtout évoquer ce dernier ouvrage que vous venez de publier, Un violent désir de chaleur humaine, où il va aussi être question d'assignation. Hein. On va retrouver des thèmes que vos précédents livres ont pu aborder. Mais tout part, on va le dire comme ça, tout part en fait d'un message. Voilà, vous êtes chez vous, tranquillement, vous avez une pratique, alors plutôt privée des réseaux sociaux, hein, et je l'ai dit, vous êtes journaliste, donc il y a aussi une pratique professionnelle, on pourra y revenir éventuellement, mais voilà, le livre commence comme ça, c'est une pratique privée, vous postez un message, vous êtes contente, vous avez réussi une blanquette végane, quasiment, ça m'avait marqué, vous avez retrouvé des amis sur un bateau-mouche, il y a un tableau que vous avez vu, un tableau de Pivoine, il y a marqué anonyme, donc voilà, Pivoine, anonyme, très bien, vous remerciez, c'est pas loin de votre anniversaire, vous remerciez pour les vœux qu'on vous a envoyés, donc vous avez un nouveau travail également et tout ça, et puis bon, voilà, vous envoyez ces différents messages, et puis au moment d'aller vous coucher, 23h03 très précisément, hein, il y a un côté enquête, hein, je le dis tout de suite dans le livre, il y a un côté peut-être enquête policière, il y a des indices de quelque chose qu'on va essayer de reconstituer. Et puis le premier message, je pense que je vais m'arrêter là, mais c'est le premier message, mais pour qui elle se prend celle-là? Et puis un message, c'est comme si un message, on appelait un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis bien sûr ça va grandissant, et dans les jours suivants, hein, ça ne s'arrête pas à ce soir, vous allez vous coucher, vous vous relevez le lendemain matin, il y a de nouveau une flopée de messages, tous plus haineux que les autres, allez, on va dire la gradation, puisqu'à la fin on vous demande d'aller vous tuer, en fait, on vous dit meurs, etc. Et donc vous faites l'expérience de la haine en ligne, hein, de ce que l'on appelle la haine en ligne. Alors, tout d'abord, est-ce que c'était tout simplement la première fois que vous l'expérimentiez? Quelle est la proximité de cet épisode par rapport à aujourd'hui? Et voilà, c'était la première question que je voulais vous poser avant que l'on ne continue d'explorer tout ce que cela, d'une part, a produit, mais également la réflexion que ça a suscité de votre côté. Alors, le livre... il est parti d'un message que j'ai reçu. Donc moi, en l'occurrence, je n'ai une pratique que professionnelle. Et donc ce message qui est arrivé, donc était un message où on me proposait de m'enterrer vivante dans un bois quelconque. Je crois que le bois était précis, mais je ne m'en souviens plus. Donc ce message est arrivé. Et quand je l'ai reçu,
moi, j'avais une idée précise, c'est-à-dire j'étais dans mes préjugés, et déjà, je pensais que je savais qui m'avait envoyé ce message. C'est-à-dire, je savais le profil de... Ah oui, donc, pas une personne précisément, non, mais pas du tout, à quoi parce que je correspond connaissais pas du tout cette personne, mais j'avais une idée, je me disais, oh là là, ça doit être ça, ça... Voilà, bon, donc, je vais signaler ce message, et en fait, il se trouve que moi, je suis au moins une fois par semaine dans une école, et que cette question du petit téléphone, là, qui est... Voilà, c'est un sujet qui maintenant aussi fait partie des sujets. Enfin, moi, quand j'arrive dans une classe, j'ai pas de choses préconçues. Ils ont travaillé sur un livre, un autre ou pas, mais je les suis en fait. Donc c'est là où ça les intéresse. On discute puisque mon sujet, c'est comment on recrée un espace où on va vraiment faire un réseau social, c'est-à-dire des gens vont parler, on va les écouter jusqu'à la fin de la phrase, et on dira pas t'as qu'à crever. Bon, donc et peut-être on va élaborer des arguments, on va pas être d'accord peut-être, mais en tout cas on va essayer de réfléchir ensemble. Donc j'ai apporté cette phrase en disant bah alors qu'est-ce que vous en pensez? Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai observé qu'il faisait ce que en fait moi j'avais fait, c'est-à-dire qu'il regardait cette phrase. Et puis, il me demandait à quoi elle répondait. Chose que j'avais faite aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai vu la phrase, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai dit ? Et puis, donc, je me suis dit, je vais élargir le cercle. Donc, après les petits, j'ai aussi élargi à plus grand. Et puis, en rajoutant une question qui était de dire, donc, de 10 à 80 ans, est-ce que vous-même, vous avez déjà reçu une menace de mort ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait reçu une menace de mort ? Ce qui était intéressant, c'est que tous les gens disaient oui. Et en regardant ma phrase, je disais, voilà, il y avait toujours cette question d'essayer de la relier à quelque chose que j'aurais fait. Et je me suis dit, mais alors c'est intéressant parce que probablement qu'on est tous organisés dans l'idée que la violence, c'est une conséquence. Et ça doit être la raison pour laquelle on se tourne systématiquement vers la victime. Ça peut être de façon très sympa, hein, mais pour essayer de trouver en elle ce qui pourrait relier et créer une rationalité avec le message. Et quand on fait ça, ce qui m'a intéressée, c'est que, par définition, on ne pense plus à la violence. Hein. Elle est considérée comme étant inamovible, donc c'est un point fixe. Et donc, nous, on tourne autour comme ça, et on essaye d'élaborer des choses qui permettraient qu'elle ne nous atteigne pas. Et je me suis dit, bah tiens, peut-être que ça serait intéressant d'essayer de faire un livre qui ferait le voyage depuis ça qui est une évidence, donc la violence, c'est une conséquence. Qu'as-tu fait ? Et puis, que moi, j'essaye d'aller au fur et à mesure dans tous les préjugés qu'on a. Donc, dès que quelqu'un me disait « Ah, mais ça doit être ça », moi, j'allais chercher ou dans l'histoire ou dans les procès, donc regarder les procès-verbaux, ou dans la sociologie ou dans l'histoire des technologies. Enfin, j'allais chercher de quoi réfléchir. Parce qu'en fait, ce que produit la violence, c'est qu'elle vous colle au sol, donc vous n'êtes pas du tout dans la pensée. Vous êtes dans autre chose. Donc, et je vous parlais du préjugé que j'ai eu. Bah, moi, en fait, quand j'ai reçu ce message de cette personne qui voulait m'enterrer vivante dans un bois, je me suis dit, oh là, ça doit être un mec blanc, énervé, je sais pas quoi. Sauf qu'en fait, c'était une femme noire. Bon, elle est peut-être énervée aussi, mais ça. Et puis l'autre préjugé que j'avais, c'était de dire, bah oui, mais c'est l'anonymat des réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, cette personne, c'était son vrai nom. Donc, ça m'a intéressée de me dire, mais qui sont ces gens ? Qui envoient des messages, et à mesure que j'avançais, donc l'autre préjugé, c'est de dire c'est des gens un peu spéciaux. Donc les procès-verbaux sont très intéressants parce que vraiment, alors là, c'est le spectre est très large. C'est tous les milieux sociaux, toutes les couleurs, tous les sexes. Donc ça peut pas être là qu'on va trouver la réponse. Pareil, oui, ils sont un peu dérangés. Bon, bah alors non, vraiment, il n'y a pas de dérangement. Donc voilà, l'idée, c'était de progresser et d'amener à chaque fois comme une enquête, c'est-à-dire tiens, cette piste-là, ok, je vais la suivre. Et donc je suivais à la fois ce qui se disait dans mes ateliers avec les élèves, avec les adultes, et puis je suis allée aussi interroger des gens qui avaient reçu des messages. Et à chaque fois, c'était intéressant de voir que tous et toutes me disaient en premier, mais j'avais juste fait ça. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est intégré qu'il doit y avoir une part de responsabilité. Et donc, c'était de me dire, mais moi, j'ai fait que ça. Et donc, la blanquette, j'ai posté une photo d'artichaut. Voilà, il y avait... bon, voilà. Donc, ce qui était pas mal, c'était aussi avec les enfants, parce que comme ils me disaient, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Je disais, moi, je vais vous suivre. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je pourrais vous dire
qui vous semblerait être une raison suffisamment valable pour que vous disiez « je suis d'accord, tu es là ». Bon, alors là, ils étaient là, oui, alors bon, peut-être pas. Et donc, on avançait ensemble dans l'idée que de toute façon, il ne peut pas y avoir de bonnes raisons. En fait, c'est ça le truc qu'il faut admettre, c'est qu'il n'y aura jamais de bonnes raisons. On peut monter, descendre, voilà. Si on trouve qu'il y a une bonne raison, ça veut dire simplement qu'on essaye de s'accorder avec le point final, c'est-à-dire la violence, pour que ça soit recevable pour nous. Mais il n'y aura pas. Donc c'est pour ça que dans le livre aussi, c'est une enquête avec quelque chose, un point aveugle, puisque je ne vais pas vous dire, c'est pas Colombo, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mobile du crime. Il y a un crime, mais sans mobile. Et au final, ce crime sans mobile, c'est aussi comment nos sociétés sont organisées. C'est-à-dire cette question de la violence, elle structure toutes les sociétés. Et là, c'est pas une histoire ni de continent, ni de religion, ni de couleur. C'est vraiment quelque chose en quoi on se retrouve. Donc, ça m'intéressait d'aller regarder à l'intérieur de ça, donc de faire ce chemin, d'avancer au fur et à mesure pour que, de conséquence, la violence devienne une cause et que donc on soit forcé de se retourner vers notre propre rapport à la violence. Qu'est-ce que ça dit de nous ? Hein, c'est fait de quoi, cette histoire-là ? Et donc, pareil, avec à chaque fois des éléments. Moi, je vais chercher dans tout ce qu'on se dit, toutes les évidences, tous les préjugés. Je vais regarder comment c'est structuré, est-ce que ça tient ou pas. Voilà, pour que cette réflexion, elle se fasse. Et puis, le livre, il est organisé de telle sorte que vous avez toute la bibliographie à la fin pour pouvoir continuer aussi, parce que ça ne peut changer que si on supporte d'être responsable, donc libre, hein, c'est toujours le même problème, et donc qu'on passe de ce temps où c'est un préjugé, donc avant la pensée, à un moment où ça pense. Hein. Dès l'instant où on pense, on est déjà à un autre endroit. Vous le disiez, vous le dites assez rapidement dans le livre, vous ou votre personnage d'ailleurs, puisque on ne sait pas très bien qui s'exprime dans ce livre. Ce personnage sent qu'à un moment, vous dites, elle se transforme en zone de contact entre le très ancien et l'absolument nouveau. L'archaïsme et le moderne. Et là aussi, ça éclaire ce que vous venez de dire sur l'archaïsme, le très ancien, cette violence qui serait acceptée, inhérente et alors démultipliée par l'absolument nouveau, l'absolument moderne, en l'occurrence ces réseaux, dont vous allez d'ailleurs retracer aussi l'historique. Hein. Il y a deux scènes qui apparaissent comme des scènes un peu fondatrices. Hein. Le fameux Steve Jobs, pour celles et ceux qui le connaissent, le créateur, un des fondateurs d'Apple et donc du smartphone intelligent, du premier smartphone intelligent. Et puis, en version peut-être un peu plus dark, je dirais. Enfin, ça se sent dans votre livre. Mark Zuckerberg, qui de son côté va créer Facebook. Voilà, il y a deux moments comme ça un peu fondateurs où on voit que effectivement le très moderne, l'absolument nouveau va permettre à l'archaïsme de se déployer aussi pleinement et vigoureusement que possible. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des choses qui... ces réseaux sociaux là, ils ont une façon de se structurer qui est particulière. Pourquoi est-ce que c'est un espace qui est sur lequel on est trop content de condamner des gens à mort ? Parce que la façon dont est pensée l'économie de ces réseaux, elle se base sur nous. Et il se trouve que nous sommes enclins à partager bien plus volontiers des contenus autour de la question de la honte, de l'humiliation. Voilà, ça se partage beaucoup plus que des contenus sur tiens, trop sympa, tiens, la justice, tout ça. Bon, ça ne nous intéresse pas du tout. Alors que là, tout ce qui environne la question de la honte et de l'humiliation, ça se partage vraiment volontiers. Et ça se monétise. Et donc, ça se monétise. C'est-à-dire que comme c'est ce qui nous intéresse, c'est là où il faut aller chercher l'argent. Hein. Donc déjà, on voit comment ça se fabrique. Après, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les réseaux sociaux, c'est comme une rue géante. Donc, par exemple, l'insulte la plus proférée sur les réseaux sociaux, c'est pute.
Et donc, je suis allée voir ce que c'est que ce mot, en fait, parce qu'il est intéressant. Et donc, c'est vraiment un mot de la rue. C'est un mot pour dire tu n'as pas à être dans cet espace. Et donc, on voit bien comment est-ce que il est pris par ce lieu qui est une sorte de rue gigantesque. Et d'ailleurs, c'est intéressant de discuter avec les enfants parce que les enfants, quand je leur dis, imagine, je viens te voir dans la rue, comme ça, et je te dis, écoute, j'ai une super promo, il y a moins 50% sur des injections de Botox, tu donnes mon nom, ça va être génial. Donc je dis, qu'est-ce que vous faites? Et là, ils disent, quand même, c'est un peu... déjà, je vous connais pas. Je dis ouais, ça c'est une bonne raison. Ouais. Puis bon, je sais pas, vous dites injection de Botox, mais moi je sais même pas ce qu'il y a dans le Botox que vous proposez. Je dis ouais, bon truc. Et puis ils disent oui, puis bon, pourquoi vous venez me voir moi? Ah, je dis ah waouh, ok, donc c'est la preuve que vous avez donc un cerveau. Alors. Pourquoi est-ce que maintenant on repart dans les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que vous êtes tout prêt à... Il y a un influenceur ou une influenceuse que vous connaissez pas, enfin vous l'avez jamais vu, à qui vous demandez pas du tout ses diplômes de chirurgien esthétique, on est bien d'accord, mais il vous dit à moins 20% sur les injections, et là, c'est une bonne affaire. Donc pourquoi? Et donc avec eux, on essaye de déplier ça. Donc ils disent parce que y a plein de gens qui sont là, donc c'est que ça doit être bien. Donc je dis ok, retransposons-nous dans le réel. S'il y a plein de gens autour de moi et que je suis en train de te proposer moins 20% sur du Botox, est-ce que ça conforte le fait que tu vas le faire? Non. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a du jugement, mais il est abrogé dans cet univers-là. Or pourtant, ça, c'est vraiment voilà. Donc on essaye aussi de se remettre dans ce que c'est que ce lieu, parce que alors ils sont petits, donc il y a l'idée que c'est un lieu. Puis comme il est dans la main, c'est ça le truc, c'est que c'est plus une rue puisque vous avez l'impression de l'avoir à votre main. Donc ça m'intéressait de voir comment il n'y a aucune originalité, il n'y en a jamais. C'est-à-dire sur la question et des discriminations et des insultes, tout ça, c'est jamais original. Donc c'est intéressant de regarder quelles sont les récurrences et qu'est-ce qu'elles viennent dire et à qui elles le disent. Parce que ça, c'est l'archaïsme. Et après, ça prend les vernis de l'époque dans laquelle ça s'inscrit, quoi. Et puis là, c'est vrai que c'est vaste et que donc ça nécessite qu'on s'interroge d'autant plus qu'on voit bien que l'âge, par exemple, auquel on offre un téléphone à son enfant diminue. Et il diminue avec cette idée qui est intéressante, qui est de dire, comme ça, je sais où il est. Alors la question, c'est pourquoi on veut tout le temps savoir où il est, cet enfant. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a toute une... Il y a une réalité, mais cette réalité, elle est complètement décuplée, parce que globalement, c'est beaucoup plus sûr aujourd'hui que si votre enfant était dans une rue médiévale, par exemple. Donc, il y a d'autres choses. Donc, c'est toujours ça, en fait. C'est comment est-ce que ça vient se coller à quelque chose qui est une crainte, une anxiété, et puis une petite tyrannie aussi, comme ça, chez Outet. Donc, toujours cette histoire de la liberté. La nôtre, celle de l'autre, comment est-ce que ça dialogue ou ça s'entrechoque? Et que nous disent aussi les horaires de la haine? Ah oui. Parce qu'il y a quand même des horaires bien précis. Et qu'est-ce qu'ils nous dévoilent et qui, là aussi, va peut-être venir nous chercher, nous? Ce qu'on a constaté et qui était... alors ça m'a complètement étonnée, c'est qu'en fait, la haine, elle démarre après les heures de boulot. Donc ça démarre à partir de 18h et puis alors ça va prendre toute sa mesure jusqu'à 8h du matin, là c'est fini. Et c'est pour ça que pendant la pandémie, évidemment, il y a eu une explosion, donc ça a été multiplié par 3 parce qu'il n'y avait plus d'horaire. Donc là, on ne sait plus, on est complètement déchaîné à tout moment de la journée. Mais sinon, c'est très structuré. Donc ça aussi, ça nous raconte, parce que c'est un temps un peu hobby. Hop là. Et c'est un temps où on va pouvoir croire qu'on possède l'autre. Il y a quelque chose là-dedans. Donc c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que dans cette vacance, qu'est-ce qu'on investit à l'intérieur de ça? Qu'est-ce qu'on va venir rechercher de cette idée-là de voilà, entre 18 et 8. Allez, c'est mon moment.
Allez, j'y vais. Allez, j'y vais, et j'y vais en essayant d'être dans ce qui est dit aussi, parce que votre personnage s'interroge aussi sur elle-même. Ce moment aussi où on peut être dans la pensée pure, et où la pensée pure, c'est le fait de tout simplement ne pas avoir de contradiction en face de soi, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui est entamé chez nous, c'est la capacité à supporter le débat. Il est dit à un moment que le débattre produit un sentiment de délitement de soi. Alors, je ne sais plus comment c'est formulé, mais voilà, on s'émiette dans le débat, on n'y arrive plus, on ne peut plus supporter la contradiction. Le bonheur ne passe que par la résonance absolue avec celles et ceux avec qui on accepte de converser. Qui est donc l'illusion magique. Hein. C'est le moment comme ça où on serait exactement semblable, hein, c'est toujours pareil, et on penserait pareil, donc il n'y aurait pas de contradiction et pas de contradictoire. Mais il y a aussi, si vous réfléchissez, l'idée du débat. Donc moi, pendant très longtemps, je faisais pas de débat en fait. Et puis avec l'assignation, on m'a dit, tiens, vous êtes invité pour des débats. Et là, j'étais là, oh non, moi je veux pas. Et donc j'ai demandé à une copine qui est philosophe, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu peux me dire? Donc elle fait des débats. Qu'est-ce que tu peux me dire d'important? Et elle me dit, déjà, il y a une chose extrêmement importante, c'est que la personne en face de toi a le droit d'exister. Et là, j'ai pris conscience à quel point, pour moi, le débat, c'est le moment où on fait du catch dans la boue et qu'on fait une clé de bras à l'autre, crac, et ça y est, on a gagné, quoi. Et elle me disait l'inverse. Elle dit, non, en fait, le débat, c'est pas d'empêcher qu'une autre parole que la tienne existe, c'est de permettre qu'on entende ta parole. Donc elle me dit, toute l'énergie que tu mettras à être en train de contrer ou je sais pas quoi, tu seras dans le récit de l'autre, mais moi j'entendrai pas ce que tu étais venu dire. Donc faut que la personne puisse exister. Donc j'ai dit, ah ouais, ok, je retiens ça. Et puis l'autre chose, elle m'a dit, t'as ton couloir de nage, donc profites-en, voilà. Pour développer ce que tu as envie de dire. Si la durée est limitée, prends 2 ou 3 idées qui sont importantes pour que tu aies le temps de vraiment les développer. Et puis, comme je suis une femme, c'était le dernier conseil, si tu t'énerves, il faut s'énerver dans les graves. Et ouais, parce que en fait, toute l'organisation de toutes les sociétés du monde, c'est que dès l'instant où vous partez dans les aigus, on n'entend plus ce que vous dites. Donc, elle m'a dit, ça sera toujours vers le bas si tu t'énerves. Et en fait, ces 3 conseils-là, je les ai toujours en tête et j'essaye toujours de me souvenir de ça. C'est-à-dire, l'autre a vraiment parfaitement le droit d'exister et je ne suis pas là pour l'éradiquer, en fait. Voilà. Il y a des trucs que j'aime pas, mais ils ont le droit d'exister. Par exemple, j'aime pas trop les araignées, mais... elles existent et ça fait sens, voilà. Donc voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait je me suis dit depuis plusieurs années, c'est ça que je fais, c'est-à-dire dans une classe qu'on réapprenne ça, c'est-à-dire l'idée que tu dis quelque chose, faut que tu argumentes. Moi, je note ce que tu dis. Quelqu'un d'autre va répondre avec des arguments. Je note aussi, puis après on essaye de voir. Et l'idée n'est pas nécessairement que tout le monde ait le même avis à la fin. Ça, c'est vraiment, ça serait encore ne pas supporter l'altérité. Non, on peut ne pas avoir le même avis à la fin, mais au moins on a essayé d'élaborer autour de quelque chose qui sinon c'est j'aime pas. Là non, on va essayer d'aller plus loin, d'essayer de trouver des choses qui étayent ça. Et puis, au final, peut-être qu'on arrivera à trouver un point d'entente. Et puis, si on ne le trouve pas, en tout cas, ça n'est pas... En fait, parce que ça fonctionne à double sens. C'est-à-dire ne pas supporter que l'autre puisse advenir dans son point de vue. C'est aussi avoir la crainte qu'il nous efface. Hein. C'est pour ça que dans le livre, c'est aussi ce travail-là et le cheminement du moment où on reçoit une insulte... c'est ça qui se produit. C'est-à-dire, il y a l'extérieur qui exerce une pression, mais il y a aussi l'intérieur. Ça marche pour les insultes, la discrimination, n'importe quelle agression. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, vous devenez l'agent de l'extérieur, puisque vous prenez en charge cette violence qui vous est faite, en disant, elle doit bien avoir... Au début, vous êtes sûr que vous n'avez rien fait, puis au fur et à mesure, vous vous dites, mais peut-être que j'ai quand même fait quelque chose, en fait. Et puis, vous commencez à vous désagréger. Hein, et donc, il y a cet intérieur-là qui commence à batailler avec vous-même. Et c'est un vrai travail de se ressaisir
Voilà, parce que sinon vous avez deux champs de bataille qui travaillent en même temps, quoi. Et donc je crois que la question du débat, c'est ça. Donc c'est-à-dire mon travail avec les élèves, c'est de fabriquer pour eux une solidité qui fait que je sais que je peux avoir un point de vue, qu'il n'est pas obligé d'être semblable à celui d'en face, et que pour autant, ni lui ni moi n'avons été effacés. Nous avons chacun une place et une existence. Et il n'y a pas besoin d'être dans le collage pour que cette existence soit vérifiée. Voilà. Donc, mais ça, c'est un travail de se souvenir, justement, donc c'est là qu'on peut aller chercher sa petite Claudette intérieure, que c'est... Voilà, et que c'est pas quelque chose qu'on doit prouver, parce qu'en fait tout est toujours sur la question de la preuve, de la valeur, combien tu vaux, il vaut rien, elle vaut rien, voilà. Donc de se souvenir qu'en fait cette histoire de valeur n'a pas de sens et qu'à partir du moment où vous êtes né, et vous êtes, voilà. Et ça se discute pas, et ça ne peut pas se discuter. Vous êtes parce que vous êtes. Votre livre réussit, et j'approche de la fin du livre parce que malheureusement nous approchons aussi du temps de la fin du temps de cet échange, mais ce livre réussit à, malgré tout, malgré ce meurtre qui est un des messages qui est posté et qui dit aussi beaucoup de ce que vous venez d'expliquer sur la tentation d'annihiler l'autre, en fait, de faire en sorte qu'il n'existe pas et que la contradiction n'existe plus. Votre livre réussit quand même à se clore sur une note, alors je ne sais pas si je peux dire positive, mais au moins sur des pistes d'action. Alors, sans vouloir divulgacher ce que vous avez pu apporter dans cet ouvrage, pour nous qui n'avons pas forcément ces rendez-vous réguliers avec des enfants, par exemple, peut-être pas la pratique du débat, encore que demain, il y a quelque chose à faire, hein, malgré tout, on s'en souviendra. Mais voilà, qu'est-ce qu'il est possible d'engager? Parce que votre livre vient nous chercher, il va interroger aussi notre narcissisme contemporain. Il y a vraiment des pistes très fécondes sur ce qui peut changer, mais justement, qu'est-ce qui vous permet de garder espoir quand même à la fin de cet ouvrage? Non, mais c'est l'autre. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait dans le livre, c'était pas justement de dire on va tous crever, tout ça, c'était de se regarder être et de sortir de à la fois la question économique, de la valeur, donc on serait comme des objets, puis il faut se valoriser en permanence, est-ce que je suis mieux, moins bien? On passe nos journées à faire ça, c'est-à-dire à essayer de s'évaluer et en fait d'utiliser l'autre comme un tuteur pour savoir si je suis en haut, en bas, voilà. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que justement, on a une particularité, nous autres, c'est qu'on a inventé des utopies concrètes et qu'elles nécessitent que notre imaginaire soit sans arrêt en mouvement. Autrement dit, la justice, c'est un projet en soi. Ça se fait pas tout seul, ça se fait avec nous, et ça se fait toujours dans cette idée que comment est-ce que je peux faire pour que nous tous, on soit comptables et qu'on soit dans l'idée, mais en prenant vraiment le concept en entier, c'est-à-dire de dire à quelqu'un tu vaux la peine, c'est-à-dire tu as fait quelque chose qui t'a mis en dehors de la société, mais nous, on pense que tu fais partie de cette société. Et à ce titre, on aimerait te signifier qu'on aimerait que tu reviennes avec nous. Et pour ça, on met en place des choses. Alors, elles ne fonctionnent pas, mais je pense que c'est intéressant de se dire qu'il faut que la justice soit à la hauteur de ce qu'elle représente, de l'imaginaire qu'on a. Pareil pour l'égalité. L'égalité, en fait, c'est une invention pure. Ça nous demande d'imaginer que l'autre est moi. Mais pas dans un collage. Il est moi parce que justement, il n'est pas moi. C'est ça l'invention complètement géniale de tout ça. De la même façon que notre petit passé révolutionnaire, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'on est tous travaillés par ça et que si vous allez dans n'importe quel pays nordique et que vous commencez à parler dans un débat, les gens savent que vous êtes français. Déjà parce qu'ils n'arrivent pas à aller au bout des phrases, déjà. Parce qu'en fait, dans les pays nordiques, souvent, le verbe, il est à la fin, donc tout le monde a l'habitude d'attendre que vous ayez fini votre phrase pour savoir ce que vous allez dire. Bon, nous, au bout de 2 mots, c'est déjà terminé. Voilà, et tout le monde est là. Voilà. Et il y a une énergie comme ça. Bon, alors c'est intéressant parce qu'il faut se souvenir que ce qui nous traverse, donc cette histoire-là, elle raconte quand même que des gens, et c'est du pur imaginaire, des gens disent, vous avez fabriqué toute une société sur la base de la naissance des gens, et vous avez dit que si je suis né dans le tiers-état,
je mourrai dans le tiers-état, mes enfants vivront et mourront là, eh bien, voilà des gens qui disent, alors pas du tout. On va complètement changer la façon dont on aborde les êtres humains et on va dire que le simple fait que vous soyez, ça suffit. Ce sera à vous de déterminer votre trajet, mais rien de ce que vous êtes ne peut me dire qui vous serez. Et moi, je crois que tout tient dans notre capacité et elle est vivace et on voit bien qu'elle peut être remobilisée très rapidement. Si je me souviens de ces JO qui était vraiment le truc où tout le monde était là, non, j'en peux plus déjà, tout le monde voulait partir, je ne serai pas là, mais tout le monde voulait quand même louer son appartement 3 000 € la minute, mais sans moi. Voilà. Voilà. Et puis donc moi, j'étais là et je me suis dit c'est quand même la seule occasion que j'aurais de voir des JO parce que je vais pas partir dans une ville où il y aura des JO, en fait, ça me viendrait pas à l'esprit. Donc je suis dans cette ville où on est habitué à dire on n'en peut plus. Et sauf que là, je sors dans la rue et je vois 2 flics sur des chevaux et une famille en bas, donc qui est au pied des chevaux comme ça, en train de faire une interview aux flics. Alors, mais à quel moment vous avez décidé le cheval, pourquoi? Et là, je me suis dit, alors qu'est-ce qu'ils ont pris de la drogue ou quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, sauf que ça a duré. C'est-à-dire qu'après, où qu'on aille, le métro, le RER, où qu'on aille, il y avait justement ça. C'est-à-dire il y avait des gens qui s'étaient souvenus qu'on ne peut pas fabriquer un monde sans faire de la place aux autres. C'est pas possible. Et donc chacun était existant pour l'autre. C'était remarquable pour moi parce que... Ça a été votre souvenir des JO de Paris. C'est pas que le mien, c'est-à-dire que du coup après j'avais des messages de Parisiens qui étaient partis très très loin. Non, je ne veux pas être là, qui étaient là. Ah, donc qui sont revenus désespérés et tout ça et qui donc ont rattrapé les JO au moment des Paralympiques. Et alors là, ça remettait une autre dimension intéressante parce que Paralympiques, naturellement, souvenez-vous, on est toujours en train d'essayer de voir si on est au-dessus ou en dessous des autres pour se définir. C'est ça qu'on fait. Et là, alors la Paralympique, là, ça vous donne une occasion géniale de penser que vous êtes vraiment au-dessus, parce que vous avez 2 bras, 2 jambes, des yeux, voilà. Et donc, même de façon très sympathique, vous êtes en train quand même de dire que bon, vous êtes un peu au-dessus, quoi. Hein. Et donc, en plus, vous êtes gentil de vous y intéresser. Et vachement sympa. Voilà. Sauf que vous arriviez à n'importe quelle compétition, vous aviez ça, et donc moi je trouve ça aussi toujours intéressant. C'est pour ça que la morale, en fait, pour moi, c'est vraiment pas un bon espace de pensée parce que ça vous oblige à vous figer dans un personnage. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez pas dire que quand vous arrivez à des Paralympiques sur le tir à l'arc, vous pouvez pas dire que vous n'êtes pas figé sur le fait qu'il y a une personne qui va lancer une flèche avec sa bouche. Non. Quand vous arrivez, c'est ça que vous voyez. Voilà. Et vous êtes là. Oh, sauf que c'est terminé au bout de 3 secondes. Parce que là, il y a des gens, ils ont autre chose à faire dans la vie que d'être émerveillés par le fait qu'ils sont en train de lancer des flèches avec leur bouche, quoi. Hein? C'est autre chose qui se produit. Et donc là, je voyais que soudain, on était passé à un autre endroit. Donc, il existe. Et moi, mon sujet, c'est toujours comment est-ce qu'on se souvient que ça aussi, c'est nous. Parce que comme toute l'autre partie est valorisée en permanence, celle du dénigrement, celle de la survalorisation, celle de... on voit bien quand on se sent... on demande à des gens, par exemple, j'en sais rien, si vous êtes gros, noir, aveugle ou que sais-je encore, le premier réflexe que vous avez, c'est de valoriser votre gros, votre noir, votre aveugle ou que sais-je encore, en disant oui, nous on est super, voilà, George Floyd meurt et moi je reçois des messages, on adore les noirs, vous êtes trop beaux. Ok, alors déjà, moi je connais pas George Floyd et c'est pas trop le sujet. En fait, là il y a un homme qui est mort, donc le fait que les Noirs soient trop beaux, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me dire que s'ils étaient pas trop beaux, ils mériteraient pas que tu te saisisses du sujet? Donc c'est ça le truc. C'est comment est-ce qu'on échappe à cette donnée qui est totalement économique et qui nous saisit en permanence, de se valoriser, d'avoir la nécessité d'avoir une valeur pour dire ouais, j'ai le droit d'exister. Non, en fait, même si tu étais le plus naze des nazes, tu aurais le droit d'exister. Et c'est pas moi qui pourrais le déterminer en plus, parce que ça donne aussi l'illusion qu'on dépend du bon vouloir des autres, ce qui est parfaitement faux. En fait, c'est pas là que ça se joue, parce que justement, fin de l'ancien régime. Donc c'est plus du bon vouloir dont on parle, c'est d'autres choses. Et donc voilà, pour moi, le livre, il est là aussi pour dire, voilà les traversées qu'on fait. Et voilà les autres endroits qui sont les nôtres aussi,
il faut qu'on se souvienne ardemment que ces endroits existent parce que ils sont importants. Et j'étais contente que les JO ça produise ça parce que finalement l'autre fois où j'avais senti qu'il y avait plus ce poids comme ça d'être dans mieux, moins bien, c'est quand il y a des attentats. Parce que là vous sentez que les autres et vous êtes dans le regard les uns des autres et que je vais faire attention à toi et tu vas faire attention à moi. En général, ça dure 3-4 jours où il y a ce sentiment-là. Et donc là, de voir qu'il n'y a pas besoin d'un attentat pour qu'on mobilise ça m'a réjoui. Donc le livre, il a d'abord commencé avec ça, de dire OK, il y a ce lieu, et puis qu'est-ce qu'il faut qu'on détricote pour y parvenir et pour que ça nous paraisse intéressant aussi, cet endroit-là. Que cette communauté, voilà, cette façon de vivre véritablement en commun perdure au-delà d'événements heureux ou malheureux comme les JO ou comme les attentats. Qu'on valorise aussi le commun, parce que vous voyez bien les expressions qu'on a, c'est quand on veut désigner quelqu'un en disant qu'il est vraiment super, on dit qu'il est hors du commun. Mais moi, je crois qu'être hors du commun n'est pas du tout intéressant, c'est même très inquiétant, parce que c'est dans le commun que se fabriquent des choses. Donc vouloir sans arrêt s'expulser du commun dit aussi quelque chose de ce à côté de quoi on passe, en fait. Moi, je crois que l'ordinaire, c'est vachement intéressant, le banal aussi, et le commun, j'adore. Bien. Eh bien, écoutez, c'est sur ces mots effectivement surprenants, mais féconds, très féconds, que nous allons clore l'échange. Merci beaucoup. Merci infiniment, Tania de Montaigne. Donc, je rappelle qu'on peut vous retrouver dans quelques instants dans la librairie pour poursuivre ces échanges en commun, se retrouver ensemble autour de ce livre, Un violent désir de chaleur humaine. Et on pourra y retrouver également Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, ainsi que L'Assignation. Voilà, ce ne sont que quelques-uns des ouvrages que j'ai apportés ici, et également Sensibilité. Merci infiniment. Merci à toutes et tous de votre écoute.